Alors, bonjour à toutes et tous. Je tiens d'abord à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je remercie Catherine Roche et donc Christophe Gibou pour l'opportunité donnée de communiquer ici sur le thème de la promotion de l'alimentation durable en relation avec la loi climat et résilience. Donc, je m'excuse déjà de ne pas être là, je suis actuellement sur mon terrain de recherche. Alors, je vais vous mettre en écran partagé, hop, ici. Le PowerPoint qui va servir à appuyer ma présentation. Voilà. Alors, peut-être commencer par souligner que je ne suis pas spécialiste des questions sur l'alimentation durable. Issu de la filière STAPS à l'ULCO, en tant qu'étudiant, on a été plus sensibilisé sur la promotion de la santé, mais néanmoins, dans mes travaux de master deuxième année, j'ai pu prendre partie à un travail original sous l'égide scientifique de la Mèche de Lille, et qui portait sur la promotion d'une alimentation saine et durable au sein du quartier de Fives-Lille. Alors, comme le titre qui m'a été donné est assez large, la promotion de l'alimentation durable, je vais essayer d'être le plus concis possible en centrant mon travail sur le renouveau des politiques alimentaires, les marqueurs sociaux de l'alimentation et la fabrication de la ville durable. Alors, ma présentation va donc se dérouler en 5 points. Le premier, où je vais essayer de défricher un peu comment l'intérêt public pour l'alimentation s'est intensifié, notamment à partir de la genèse des programmes nationaux de nutrition santé en 2001. Dans un deuxième temps, je vais tenter d'apporter des précisions quant aux objectifs de la loi climat et résilience, qui en fait se situe, à mon sens, dans la continuité des politiques de transition et qui recouvre divers enjeux sociaux et environnementaux. En troisième point, je parlerai donc du consensus de la question alimentaire, des formes d'activisme social et de participation citoyenne qui en découlent. Le quatrième point traitera donc des ambiguïtés qui caractérisent les politiques alimentaires. Et je continuerai en cinquième point sur justement les contradictions des processus de promotion de l'alimentation durable qui, si au départ nous apparaissent constitués de bonnes intentions, peuvent reproduire le modèle économique dominant et participent d'une nouvelle gouvernementalité des corps et des conduites au sein de l'espace urbain. Alors, dans les dispositifs de promotion de la santé, il y a bien au départ une démarche santéiste, comprise au sens d'une préoccupation constante et intériorisée pour le bien-être et la qualité de la vie. Le programme quinquennal Nutrition Santé montre bien que, d'une part, il y a une intensification de l'intérêt pour la santé publique, et d'autre part, il y a cette forme d'hygiénisme. Je peux prendre pour exemple les slogans évocateurs diffusés sur différents canaux de communication, euh, et notamment pendant les pubs pour des produits peu diététiques. On a tous pu les voir. Eh bien, ces messages conduisent inévitablement à une normalisation des conduites sans nécessairement prendre en compte l'environnement socio-écologique des sujets. Être en bonne santé suppose d'investir dans un capital salutaire qui est à comprendre dans une dimension sanitaire d'ordre culturel basée sur un style de vie et une teneur morale. Or, comme le montre la tradition sociologique bourdieusienne, la valorisation d'une alimentation saine, que l'on perçoit intuitivement comme une alimentation de qualité, est principalement le fait des classes sociales favorisées ou sensibilisées à sa cause. Son corollaire, la lutte contre la malbouffe, et plus récemment euh, les aliments issus de l'industrie agroalimentaire, passe en partie par des tentatives d'imposition de besoins et des normes alimentaires qui sont autant de normes sociales, morales ou politiques valorisées par les classes dominantes. En ce sens, les bonnes pratiques alimentaires, légitimées via les canaux institutionnels, semblent ignorer et parfois même renforcer certaines inégalités sociales de santé du fait de leur incorporation. Puisque l'on sait déjà que dans les quartiers populaires, la disponibilité alimentaire entre bien souvent en contradiction avec les injonctions de santé.
Donc on voit que déjà que les dispositifs de promotion de la santé laissent une place centrale à la question morale de la gestion individualisée et rationnelle des corps. Sur cette deuxième diapositive, donc, à la lecture des articles de la loi climat et résilience, je me pose la question de ces nouvelles normes de pratiques alimentaires et donc des nouvelles manières de consommer en ville et qui participent au développement durable. On voit dans la déclaration de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, que la loi climat et résilience est une bascule culturelle qui doit passer par l'assiette et qui marque un tournant pour une alimentation plus durable, plus saine et plus locale. Dans cette loi, et particulièrement dans les articles du titre 5, Se nourrir, la Convention citoyenne pour le climat propose des recommandations nutritionnelles et environnementales qui intégreront aussi le PNAN, donc le Programme national pour l'alimentation et la nutrition. Et de la lecture des articles, je retiens trois objectifs gouvernementaux principaux. Le premier, donc, l'accès équitable à une nourriture saine, même dans les quartiers défavorisés. Le second, la relocalisation des denrées alimentaires dans l'optique de la réduction de l'empreinte environnementale. Et le troisième, qui correspond au verdissement des pratiques et la réduction des déchets. Alors, donc, avec les diapositives précédentes, on peut constater que les enjeux sociaux liés à l'alimentation occupent une place croissante dans l'agenda politique et le relancement des États généraux de l'alimentation en 2017 pardon, par le gouvernement en est la preuve. À partir de ces orientations gouvernementales, les politiques publiques vont s'adapter à de nouveaux cadrages en mobilisant différents acteurs autour de projets consensuels dans les institutions et les organisations qui se veulent elles aussi consensuelles. Ce sont les parties prenantes dans les états généraux de l'alimentation et les acteurs territoriaux dans les programmes alimentaires territoriaux, donc les PAT. Dans les réunions publiques, ensuite, on trouve des démarches participatives sous forme de consultation ou assises citoyennes. L'enjeu ici est de mobiliser tous les acteurs possibles de manière à appuyer la légitimité des projets pour des actions alimentaires durables, locales, sur des consensus, sur le consensus de l'alimentation raisonnée et responsable. Donc, en s'efforçant de s'adapter aux nouvelles grilles de lecture axées sur les enjeux d'environnement et de santé, euh, les politiques locales vont influencer les modes de production en s'orientant vers des pratiques plus raisonnables, des consommations alimentaires dites alternatives, plus responsables, plus locales. Parallèlement à cela, naissent des espaces de conscientisation autour de l'alimentation. Je pourrais revenir d'ailleurs sur les travaux de Christophe Gibou et d'Alexandre Fouquet sur le projet alimentaire lié au renouvellement urbain dans le quartier de Fives, qui ont observé des ateliers d'éducation au goût ou des ateliers nutrition qui s'adressaient en particulier aux enfants ou aux populations en situation de précarité, en faisant incessamment appel à une consommation raisonnée et consciente. Donc on constate que cette montée de la question alimentaire durable, locale et de santé est appropriée par les pouvoirs publics, les acteurs institutionnels, associatifs et individuels, de manière à modifier les comportements alimentaires dans l'espace urbain. Alors, ces processus construisent inévitablement des ambiguïtés et des contradictions qui vont accompagner les initiatives. Dans le cas du secteur agroalimentaire, il peut y avoir une récupération, je dirais même, pour me rapprocher du sujet, un recyclage au motif du développement durable. L'ouvrage collectif dirigé par F. Fouilleux et Laura Michel en 2020 et qui porte sur la politisation pardon, de la question alimentaire montre que les grands distributeurs se sont saisis du marché des légumes moches comme opportunité de valoriser une image de marque à travers la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore de l'agriculture biologique comme condition d'entrée sur les marchés. Ces nouvelles opportunités alimentent encore de nouveaux fronts de croissance pour les industriels. Des travaux scientifiques comme ceux de Vincent Béal à Nantes en 2017 montrent par ailleurs que les alternatives portées par des mouvements militants contestant le modèle productiviste
ont été appropriées et retraduites par des acteurs du marché selon une logique de fonctionnement du capitalisme. Euh, De nouveaux lieux de consommation alimentaire s'incorporent aussi à la ville. On peut trouver des formes d'activisme social et communautaire comme des AMAP, donc des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, des jardins partagés, des fermes urbaines ou des acteurs du zéro déchet qui peuvent être des épiceries qui proposent des aliments en vrac et dans lesquels le consommateur devient un consomme-acteur pour le développement durable et pour sa santé. Ça peut être aussi des cafés dans lesquels on va consommer des produits sains et écologiques qui ne ressemblent pas au café traditionnel et qui vont aménager des espaces de coworking, par exemple. Ces espaces font partie des équipements qui renvoient des codes socioculturels qui ne correspondent pas nécessairement aux habitants actuels, mais qui vont attirer d'autres classes sociales dans le quartier. Dans l'ouvrage collectif, une recette pour la gentrification dirigée par Alison Alcolm, Katoyuki et Joshua Zbika, euh, qui accumulent des enquêtes en géographie urbaine et en sociologie sur des villes aux États-Unis, montrent que des modes de consommation alternatifs en lien avec un aménagement durable des quartiers s'accompagnent de fronts de gentrification. Donc à cette dimension plutôt symbolique s'ajoutent des politiques urbaines qui vont choisir d'orienter leurs investissements vers un quartier donné à l'aide du zonage urbain pour y augmenter la fourniture d'équipements. Et les promoteurs immobiliers vont y construire des logements que les habitants actuels ne peuvent plus payer ou s'il y a augmentation du loyer, ne peuvent plus se payer ou ne peuvent pas se payer s'il s'agit de nouvelles constructions. Donc, ces dispositifs qui vont participer de ces nouveaux modes de consommation alimentaire et de production d'une ville durable, verte et vertueuse, en quelque sorte, s'inscrivent sur des normes sociales, des règles morales et un discours, je dirais presque philosophique, qui vient valoriser un idéal type de pratique et une responsabilité écologique individuelle. Cette responsabilisation, pardon, on l'a vu, mobilise une rhétorique pédagogique et des instruments de persuasion afin d'encadrer les pratiques et de favoriser l'acceptation des dispositifs d'encadrement. La convocation d'arguments moraux qui articulent des causes consensuelles et globales, telles que la gestion des déchets, l'agriculture bio, la consommation de produits locaux, participent aux rapports sociaux de domination et plus ou moins inconsciemment, les acteurs de ces projets suggèrent un rapport au monde particulier en prenant des formes d'ascétisme qui se retranscrivent au travers de pratiques alimentaires spécifiques et réflexives. S'affirmer en tant que consommateur de produits locaux, bio et équitables pour la planète. Pour conclure, donc, on peut dire que l'appropriation politique de la question alimentaire produit ses effets en favorisant la diffusion des modes de production alternatifs et en modifiant les relations entre producteurs et mangeurs, avec l'exemple du circuit court, euh, et participe aussi à des politiques publiques plus équitables d'accès à une nourriture de qualité. En revanche, la grande distribution s'adapte au marché en transformant et en garantissant leurs produits par des labellisations. Mais dès lors, on peut se demander si des expériences militantes, alternatives, porteuses d'une critique du système industriel, n'offrent pas, paradoxalement, un potentiel d'innovation et permettant au système, qui va permettre au système industriel de se réinventer et donc de se prolonger. En supplément, on peut se poser la question de la diversité des profils socio-économiques des militants pour une alimentation saine et durable, et à qui elle profite réellement quand on voit que des logiques d'exclusion accompagnent la fabrication de la ville durable. C'est donc aussi au travers d'un discours teinté de prévention situationnelle que on assiste à l'intégration de la démarche environnementale dans la promotion de la santé, où chaque citoyen d'une ville, d'un quartier, est incité à adopter un comportement éco-responsable pour devenir un éco-citoyen résidant dans un éco-quartier parfois. Les risques identifiés ici sont que, d'une part, les inégalités sociales d'accès à une bonne alimentation se reproduisent,
par la gentrification des quartiers populaires et donc par la relégation sociale des populations défavorisées, et d'autre part, de réduire des pratiques alimentaires socialement situées ou se situant dans un environnement socio-écologique particulier, à ce qu'elles paraissent incohérentes, voire inacceptables, au regard des normes sanitaires et sociales et au regard même de l'environnement. Donc voilà, j'en ai fini pour cette intervention un peu critique sur la promotion de l'alimentation durable. J'espère qu'elle pourra susciter d'autres réflexions dans différents champs disciplinaires. Euh, je reste disponible pour toute question et je vous remercie de votre attention. Merci.